Avant donc, notre rendez-vous de 16h45, on a le temps de s'installer pour parler, pour faire suite à la table ronde de tout à l'heure, sur cette fameuse économie de la culture qui, de plus en plus, on l'a vu, devient mixte. Et on trouve effectivement avec les partenariats, les mécénats, d'autres manières aujourd'hui d'accompagner la culture. Et les entreprises sont au cœur de cette préoccupation. Elles étaient les grandes absentes et elles, je pense, vont devenir les plus présentes. Pour en parler, je vais appeler Jean-Luc Martin, le président du Festival des Vieilles Charrues, qui a pu venir avec nous, même si son binôme est parti en Avignon pour discuter aux États généraux des festivals. Je vais vous demander de vous installer. Et Patrick Mahé, qui est le président, lui, du festival Livre à Vannes, festival de littérature. Jean-Luc, je vais vous mettre juste le fauteuil d'après, voilà. Et Patrick Mahé, je crois qu'il arrive avec nous. Voilà. Qui est là, effectivement, en tant que président du festival Livre à Vannes, mais qui a d'autres fonctions. Il est peut-être déjà en duplex avec le festival. Très bien. Je vous en prie. Je vous laisse prendre chacun votre micro. C'est bon, il en a un. Voilà. On va parler du fameux... rapprochez-vous, venez avec nous. Même. Oui, oui. Enfin, sur peut-être le fauteuil d'avant. On peut avoir... Très bien. Donc, on a deux festivals, deux économies. Voilà. Je disais, on a deux festivals et deux modèles économiques l'un à côté de l'autre, puisqu'on va parler, évidemment, tout le monde le sait, le Festival des Vieilles Charrues le rappelle souvent, vous êtes un festival qui est entre guillemets en autonomie et n'a pas de subvention, en tout cas des instances publiques. C'est un choix, vous allez nous en parler. Et à l'inverse, mais je pense que le dos à dos n'est pas la bonne manière de présenter les choses. On a effectivement Patrick Mahé qui représente notamment la ville de Vannes, qui va nous parler du festival Livre à Vannes, entre autres, et au contraire nous montrer une implication d'économie essentiellement sur les collectivités locales. Jean-Luc, la question quand même, évidemment, la première, c'est pourquoi avoir choisi ce modèle économique pratiquement depuis le début et aujourd'hui, au regard de la situation, est-ce que d'autant plus vous sentez que ce modèle peut être fragile ou au contraire trouve ici une force? C'est sûr que c'est un bonjour à tous. C'est un modèle qui est un peu compliqué parce que c'est assez... Par quel bout attaquer le sujet? Oui. Par quel bout attaquer le sujet? Le budget du Festival des Charrues, c'est un budget qui est devenu assez énorme, puisque c'est 17 millions d'euros de budget. C'est à peu près 60% de billetterie, 20% de, on va dire, tout ce qui est boissons et produits dérivés et ce qui est vendu, et c'est 20% de partenariat et de mécénat. Et le partenariat et le mécénat, c'est arrivé il y a quelques années, à un moment donné où on voyait que de toute façon, on ne pouvait pas mettre plus de monde sur le site. On a fait un choix déjà il y a une bonne dizaine d'années, c'est qu'on était capable de gérer 70 000 personnes, mais que de dépasser cette jauge, c'était carrément pas possible. Et on a vécu d'ailleurs des moments difficiles. C'est pour ça que depuis les 5 dernières années, on a doublé la surface du festival sans augmenter le nombre de personnes. Alors tous les ans, dans les journaux, on voit on a augmenté, mais ça n'a pas augmenté depuis 10 ans. C'est 56 000 payants chaque soir. C'est comme ça. C'est 14 000 non payants, c'est-à-dire les bénévoles et tous ceux qui y travaillent. Et donc, à un moment donné, on avait fait un choix de rester à un prix abordable pour tous les Bretons. C'est-à-dire, là, c'est fait 7 ans ou 8 ans que c'est 44 € la journée. Alors, c'est sûr que 44 €, c'est pas cher quand on voit le monde économique aujourd'hui. Mais c'est vraiment un choix de l'association de rester à ce prix-là pour que tout le monde puisse bénéficier justement d'un accès à de la culture. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent au festival ne vont jamais à un concert autrement. Et mathématiquement, après, si on ne peut pas monter le nombre de personnes, si on ne peut pas monter le prix du billet, et que vous avez l'artistique qui passe en 2012 de 1,6 million ou 1,7 million à 4,5 millions cette année, que vous avez tout ce qui a été mis en place pour le terrorisme. On a vécu 2016 l'attentat de Nice, nous on était en concert avec les Insus. Je peux vous dire que ça a explosé complètement, puisque
on parlait à midi de combien ça coûtait d'accueillir le public. Alors, combien ça coûte que tout se passe bien? Sécurisé. Oui, voilà. Sécurisé, c'est-à-dire la sûreté, les médecins, les pompiers, les gendarmes, enfin tous, que pour que tout se passe bien. Ça coûte 1,2 million. C'est un choix qu'on a fait il y a plusieurs années, beaucoup d'autres festivals n'ont pas fait ce choix-là. Maintenant, si on veut garantir que tout le monde arrive avec le sourire, s'éclate, s'amuse, et tout le monde reparte avec le sourire en pleine forme, bien fatigué le lundi, c'est le prix à payer. Donc forcément, quand on multiplie le prix par le nombre, avec un budget qui est passé de 12 millions à 17 millions, faut trouver des solutions. Et la solution qu'on a trouvée il y a une dizaine d'années, c'était de dire les entreprises bretonnes, comment on peut faire pour trouver un pacte gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise va trouver de bien à récupérer en mettant de l'argent qui va servir à faire vivre le pays, parce que aujourd'hui, on a vu ce matin les chiffres, hein, c'est relativement clair, hein, c'est plus de 18 millions d'euros de retombées économiques. Et on a fait un pari d'aller voir les entreprises, et on n'a pas eu beaucoup de mal, à vrai dire, parce que toutes les entreprises bretonnes, et Dieu sait qu'il y en a, hein, c'est 2,5 millions aujourd'hui de partenariats, de mécénat. Si on divise les 2,5 millions par le nombre d'entrées, c'est assez simple, il faudrait augmenter le prix du billet de 11 euros. Ce qui veut dire que si on augmente le prix du billet de 11 euros, on se coupe toute une partie, la partie basse des moyens économiques, et résultat, le festival, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent n'auront pas l'accès au festival. Et ça marche. Et ça a été très bien expliqué durant la journée. Les entreprises trouvent tout leur bonheur, hein, parce que Europcar l'a fait très, très, très clairement. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises qui vont inviter les clients. Alors, à midi, je disais, la différence, c'est que quand des entreprises invitent quelqu'un à aller voir un match de foot, j'ai rien contre le foot, hein. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les hommes qui vont, les femmes restent à la maison. Et les femmes, elles disent ta boîte, elle nous fait chier, quoi. Et alors que là, pour une fois, les sociétés invitent des couples. Et puis du coup, la boîte, elle est vachement bien, ta boîte, hein, parce que grâce à toi, on a vu un tel. Et donc, on a ce petit côté-là qui permet de... forcément, c'est assez rare que les gens refusent de venir. Et puis, il y a tout le côté interne, c'est-à-dire... les gens qui font bénéficier justement de leurs collaborateurs, de leurs salariés. Alors, il y a plein de façons de faire différentes. Et puis il y a beaucoup de groupes de copains aussi qui profitent d'avoir des sociétés qui tournent bien pour inviter la famille et les potes. Et ça, c'est le monde économique. Le soir, quand on se balade un peu dans les backstage à Carhaix, 80% du monde économique, ils sont là, quoi. Et grâce à ça, ça fait marcher le festival. Donc c'est un modèle qui tient... alors on a toujours dit que ça tient au bénévolat, c'est sûr, parce qu'il y a 7000 bénévoles, c'est 130 associations. Mais s'il n'y avait pas les entreprises bretonnes, le modèle économique, il tombe par terre. Mais alors comment on fixe les limites? Parce que ce qui fait toujours peur dans la privatisation de la culture, c'est qu'à un moment donné, il y ait ingérence. Et qu'est-ce qui fait que demain, on n'aura jamais une scène qui s'appelle... Il y a bien une scène Glenmore, mais il n'y aura pas une scène Armor Luxe ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un sujet qu'on a réglé dès le départ, hein, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. C'est dans les années 2002-2003, où forcément, quand on a commencé à dire on va aller chercher de l'argent dans les entreprises, la première réaction, c'est de dire oh ouais, mais c'est pas possible, tu comprends, on va pas... On a fait une charte du partenariat. Et la charte du partenariat, c'est relativement simple, c'est que de la publicité, il n'y en a pas sur le site, ou elle est à peu près cadrée. C'est-à-dire que c'est de la publicité toujours indirecte, c'est jamais de la publicité directe, et il n'y aura jamais, alors je dis jamais, tant que l'équipe actuelle, avec la philosophie et puis l'éthique qu'on a, sera là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de scène Heineken, vous imaginez un peu. Mais c'est des choix économiques, hein. C'est-à-dire que moi je ne reproche pas à tous les autres festivals qui choisissent d'autres façons de le faire. Ça a été dit ce matin, un festival c'est une histoire, c'est une éthique, c'est une façon de voir les choses.
Nous, dans le centre-Bretagne, on a toujours été habitués à se battre. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que ça n'a jamais été simple. Il y a 30 ans, quand on a vu Carhaix, nous, on était au milieu. Alors moi, je suis de très Brillant, juste à côté. On a vu tous les routes se faire autour de la Bretagne. Là. Toutes les entreprises partir. C'était Rennes, c'était Saint-Brieuc, c'était Brest, c'était Quimper. Et puis nous, au milieu, là, voilà, qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que quand on veut, on peut, dès lors qu'on arrive à s'entendre. Et si on arrive à s'entendre, nous, sur nos 7000 bénévoles, il y a des experts dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Et dès lors qu'on met à la tête de chaque domaine des experts et qu'on les laisse faire, après, il faut le chef d'orchestre de tout ça. C'est pas simple. C'est pas simple, mais ça marche. Et on pourra dire ce qu'on voudra, ça fait rêver. Et quand on arrive à faire rêver les gens, on oublie après plein de choses. Et on a bien vu encore l'année dernière, Céline Dion, c'est nul, c'est pas bien, c'est commercial, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est plein. Sauf que c'est 9 minutes de vente pour vendre 56 000 billets. Quoi. Et ça fait rêver les gens. Et c'est pareil tout le temps. Tous les ans, on a le droit à de la critique de programmation. Et je vais rappeler encore une fois aujourd'hui que le Festival des Vieilles Charrues, c'est pas un festival de rock'n'roll, c'est pas un festival de musique bretonne, c'est pas un festival de musique du monde, c'est un festival populaire. Populaire, ça veut dire que chaque soir, il faut que tous là, vous ayez votre bonheur à un endroit sur une des 4 scènes. Et si vous avez votre bonheur à un endroit sur une des 4 scènes, tout le restant de la soirée, vous allez voir des trucs que vous n'aurez jamais été voir autrement. Et qu'est-ce qui se passe ? À la fin de la soirée, on dit « J'aurais jamais payé pour aller voir ça, mais qu'est-ce que c'était bien !» Et là, on a gagné. Là, on a gagné, et on a gagné la mission des charrues, faire rêver les gens. Et dès lors qu'on arrive à les faire rêver, on est content de nous, c'est tout. Donc, alors économiquement, c'est pas simple, parce que c'est sans arrêt, essayer de trouver des solutions. Puis je peux pas m'empêcher de dire que pendant 20 ans, on économise. Alors nous, on est à 2000 balles par-ci, 2000 balles par-là, on est sans arrêt en train de se casser la tête toute l'année pour arriver à des budgets, vous imaginez. En plus, quand c'est fait avec des bénévoles, vous imaginez un petit peu qu'il y a 7000 bénévoles qui vont avoir tous des besoins différents. Le site des Vieilles Charrues, c'est 119 hectares. Donc il y en a partout. Ils ont tous besoin de plein de choses. Donc si vous ouvrez le portefeuille, ça peut vite partir. Donc on a mis plein de choses en place. Donc on a été pendant des années là, à gratter 2000, gratter 2000, gratter 2000. Et puis cette année, en 2020, en une soirée, à cause d'un Covid-19, le bilan 2020 des Vieilles Charrues, ça va être moins 1,7 million. Parti en fumée. Et ça... Alors là, comment on fait justement ? Ce qu'on a vu avec Jean-Michel Le Boulanger tout à l'heure, que quand il y a la volonté de la collectivité de soutenir, de l'action publique de soutenir et de dire ça se passe ou ça se passe pas, on maintient. Comment on fait quand les subsides de l'État et des régions ne sont pas là ? Aujourd'hui, nous, on a choisi de ne pas... C'était la question du départ, on va dire. Ouais. De ne pas... Moi, j'ai l'habitude de dire les choses comme je les pense. Et il y a 15 ans, je me rappelle d'avoir été au conseil départemental et puis de leur dire... Quand il y a un match Paris-Marseille, c'est pas aux Parisiens de payer les CRS pour venir régler le problème dans les rues, quoi. Celui qui aime pas le foot, il aime pas le foot. Donc il n'y a pas lieu que ce soit lui qui paye. Et c'est pas à l'État de venir payer des choses pour organiser un festival. C'est à nous de s'organiser. Alors après, on a vu des choses évoluer. La gendarmerie, aujourd'hui, pour nous, c'est 55 000 euros quand même, quoi. Il a fallu s'adapter à tout ça. Et donc, on avait choisi de ne pas aller demander de subventions. Donc, on a un peu d'aide, mais qui sont des aides très spécialisées. On sait que la région, par exemple, nous aide sur la partie label charrue. Donc, c'est vraiment spécifique, avec un truc qui marche super bien, qui a évolué au fil des années, parce que c'était pas le label charrue avant, donc ça s'est porté par la région, et ça se passe super bien. La preuve, tous les ans, on a des belles découvertes. On a les aides sur les transports qui sont faites aussi pour faire des billets spécifiques pour que les gens puissent venir de partout de la Bretagne. On a aussi des aides de la ville de Carhaix parce que les infrastructures, nous, on n'est pas propriétaire des terrains. Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous avez vu les journaux. C'est aussi très compliqué. Mais l'aide, il n'y a pas de numéraire. C'est-à-dire que on a un accord, par exemple, depuis une quinzaine d'années, c'est 22 000 euros de travaux faits sur le site
qui servent à tout le monde toute l'année et qui nous servent essentiellement à nous, quoi. Et donc forcément cette année, ce qu'a expliqué Jean-Michel tout à l'heure, les subventions qui sont restées dans la continuité pour 2020 pour tous les festivals et tout, c'est génial, quoi, parce que au moins on est sûr que tous ces assos, tous ces organisateurs là vont pouvoir au moins continuer 2020 ça va plutôt bien se passer. Bon, nous, pas de bol. Pas de bol, puisqu'on n'a pas de subvention, mais bon... Les partenaires. Alors les partenaires, on a quelques partenaires qui nous ont appelés tout de suite, malheureusement, en nous disant là, cette année, ça va être catastrophique, pour employer les mêmes mots. C'est un désastre, hein, c'est clair. Et qui désastre pour cette année, mais qui nous ont déjà dit que l'année prochaine, des gens comme Salin, qui sont partenaires depuis des années, c'est raté. Il ne faut pas rêver. L'année prochaine, il ne sera plus partenaire. Ça veut dire qu'on sait déjà que notre budget est de 17 millions d'euros l'année prochaine. Nos billets sont vendus, sont encaissés. Et les partenaires qui ne seront pas là l'année prochaine, on a à peu près chiffré ça à 1 million d'euros. Ça veut dire que déjà l'année prochaine, en étant complet, si ça joue, on perd 1 million. C'est donc à nous de trouver des solutions, des artifices. Et puis là, l'argent qui a été perdu cette année, qu'on a économisé depuis des années, qui n'était pas tout à fait prévu pour faire ça. Parce que vous avez tous entendu qu'on a un vrai projet de territoire, d'installation fixe. Pourquoi ? Parce que depuis 4 ans, on a des tournées internationales de gens qui vous font tous rêver, qui ne font pas de festival, qui ont la possibilité de venir en France pour 1, 2 ou 3 dates, mais qui ne font que du Stade de France. Qui aujourd'hui est capable de faire 70 000 personnes, à part le Stade de France, il n'y en a pas beaucoup. Et on est sollicité depuis 4 ans, à peu près tous les ans. Tous les ans, on se dit, bon là on recalcule. Alors on recalcule ça dans tous les sens. 10 semaines de montage, on arrive à un coût de billet qui passe pas dans notre éthique, quoi. Donc on dit, non, on ne peut pas faire. Parce qu'à chaque fois, c'est pour faire ça au mois de mai, au mois de juin, ou au mois d'août, ou au mois de septembre. Et là, si on avait réussi à faire des installations en fixe, c'est-à-dire de la clôture, de l'éclairage, des chiottes, enfin tout ce qui sert, qu'on monte et qu'on démonte tous les ans, sur nos 119 hectares, là, et si on avait réussi à faire ça, et ne plus avoir 10 semaines de montage, mais avoir 5 semaines de montage ou 3 semaines de montage, parce que monter des scènes, monter des chapiteaux, c'est facile, on aurait pu demain à créer de la date de concert. Vous imaginez 2 dates en France sur les tournées. Moi, je rêve le Springsteen avec Vieille Charrue, Carême. C'est sûr que c'est des choses qui marquent. Céline Dion, ça va être pareil. Mais imaginez ça, 2 dates en France, 1 date au Stade de France, 1 date à Carré. Bon, ça sonne 2 minutes, quoi. Je vous garantis qu'on y arrivera. Donc on dira Carré, Springsteen à Carré. Non, parce qu'à Carré, les gens s'adaptent à Carré. Nous, moi, je parle pas anglais. Je parle pas anglais. On est chez nous, quoi. Ouais. Donc, faut pas avoir peur d'expliquer. Vous savez, nous, quand avant, avec Jean-Phi, on se prenait toujours. Chaque fois qu'il y a des grands artistes qui viennent, on essaye toujours de les saluer au moins 10 minutes. Vous allez rigoler, mais pourquoi on veut les voir ? C'est pas pour faire des autographes, parce que franchement, c'est pas notre trip. C'est simplement pour leur expliquer que le Festival des Vieilles Charrues, c'est pas un concert comme un autre. C'est pas une boîte privée, c'est pas une boîte à but lucratif. C'est une association qui fait ça pour son territoire. Et on essaye toujours de voir les artistes pour leur expliquer ça. Alors des fois c'est chaud les marrons parce que il faut passer 40 barrages. Hein. On a beau payer, des sommes folles des fois, mais il faut quand même passer les 40 barrages. Mais quand on arrive à le faire et qu'on arrive à laisser notre message, si c'est ça qui fait qu'un jour on nous appelle et qu'on nous dit il y a Springsteen qui est déjà d'accord de jouer dans un festival et qui est d'accord de jouer avec Carré. Et c'est tout ça qui, au fil des années, Céline Dion, pourquoi ? Ça fait 5 ans qu'on essaye, ou 6 ans qu'on essaye d'avoir ça. J'ai été à Las Vegas en me croyant la voir. Pourtant, les bons tuyaux pour essayer de la... je vais pas réussir à la voir. Et un jour, ça se fait. Et bon, il ne faut jamais perdre l'espoir. Et puis voilà, quoi.
Alors Patrick Baé, pour le coup. Non, mais c'est bon. On n'est pas sur Springsteen, mais, non, mais quand même, on a quelques vedettes. J'ai gardé un souvenir souvent très ému de Carré, évidemment, parce que je suis allé plusieurs fois, dont un particulièrement insolite, que peut-être tu ne connais pas. C'est quand Johnny Hallyday est venu à Carré. Alors là, déjà, les gens disaient « Johnny à Carré », non mais vous imaginez un peu, c'est pas Trian Nonnette, quoi. Bon, mais c'était Johnny. Et donc, on est backstage, ce souvenir est assez marrant, c'est pour ça que j'en parle. On était backstage, et à un moment, Johnny, que je connaissais par ailleurs, m'interpelle et me dit « Dis donc, c'est bien ici qu'on joue du biniou ?» Je dis « Non, pas vraiment, Johnny, c'est plutôt de la cornemuse. Et d'ailleurs, il y a un bagad à Carré qui est très, très, très bon, le bagad de Carré. » Le quoi ? Le bagad de Carré. « Va me le chercher. » Il croyait que c'était un individu, j'imagine. « Va me le chercher. » Je lui dis, Johnny à Carré, c'est 30, un bagad, c'est 30 sonneurs, des sonneurs de cornemuse et tout ça. Va me les chercher. Alors, je vais voir Camus, qui était son producteur. Je lui dis, non, il y a Johnny qui voudrait que le bagad de Carré vienne sur scène. Et je vais voir un gars que je connaissais, tu connais forcément, Yann Pelliette, qui avait créé qui a créé le salon du livre de Carré, hein, enfin un des fondateurs. Et Yann me dit, pas de problème, je suis du bagad, je vais les chercher. Et là, Camus dit c'est impossible parce que forcément il y a un programme, une programmation, il y a un rail, il y a plein de choses comme ça. Les chansons c'est X, Y, Z et puis c'est partout pareil. Et Johnny dit à Camus, tu me prends pour un con, Camus. Pourquoi tu laisserais Sardou chanter Connemara avec les cornemuses et Paul McCartney, Mood of Kintyre? Je vaux bien Sardou et McCartney, non? Et à Carré, ça aurait quand même de la gueule. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. Mais on aurait pu avoir un enregistrement original, en tout cas, à Carré. On a bien fait Johnny avec le bagad Quimper. Hein. Clegg, Johnny Clegg. Johnny Clegg, oui. Excellente anecdote. Bon, merci. Pour revenir à Vannes, pour le coup, c'est pareil. Si effectivement, Carré, c'est Carré. Vannes, le festival Livre à Vannes existe depuis très longtemps. Vous êtes également élu à la ville de Vannes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce festival de littérature est vraiment pareillement ancré à l'identité de Vannes et puis à la volonté, on le dit toujours, d'utiliser la culture comme un levier de lien social, de développement de la ville et de rayonnement? Il existait à Vannes un salon du livre il y a à peu près une vingtaine d'années dans le cadre de Celtivan, qui était un festival qui aujourd'hui s'est fondu dans la mesure où on est entré dans la fête de la Bretagne, Goël-Brace, et que du coup on n'avait pas doublonné entre le mois de mai et le mois de septembre. Et ce festival de livres n'avait pas pris sa place, n'avait pas rencontré son public, comme on dit. C'était pas Carré, et c'était pas Guérande, c'était pas le FLB de Guérande. C'était un festival qui n'avait pas encore vraiment trouvé son identité. Et un jour, lors d'un salon nautique, à l'époque François Goulard était maire de Vannes, je lui avais glissé dans l'oreille que quand même une ville d'une dimension comme Vannes en Bretagne méritait d'avoir une exposition littéraire intéressante, à condition d'en préserver le caractère pas universel quasiment, c'est-à-dire que tous les publics puissent cohabiter dans le même salon. Ouais. C'est la raison pour laquelle ce salon, qui est bilingue d'ailleurs, français-breton, dans toutes ses indications, dans la remise de ses prix, dans toutes ses manifestations, Jean-Michel Louboulanger y a été invité et est venu signer des livres plusieurs fois, il s'adresse réellement à tous les publics. Et j'ai vu des lecteurs qui étaient de passage à Vannes, découvrir la littérature bretonne et sa richesse grâce à l'entité d'un salon généraliste. Ils ne venaient pas pour ça, ils ne seraient jamais entrés dans un salon bretonnant, mais du coup, ayant fait le tour du circuit de la littérature générale, de la BD, des mangas, enfin tout ce qui se développait par rapport au public jeune également, ils découvraient cet aspect important qui représente à peu près un tiers du salon de la littérature bretonne. Ça fait 13 ans maintenant que ce salon existe. Malheureusement, cette année, il n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que vous connaissez. Nous avons tenté de le reporter au mois de septembre. Et là, malheureusement, nos libraires prestataires n'ont pas suivi notre demande à cette date précise. Il n'a pas eu lieu. Bon, il est toujours parrainé par des grandes signatures. Cette année, c'était Michel Bussy. Un seul de ses livres, c'est 1 million d'exemplaires dès qu'il le publie.
Auparavant, c'était Didier Decoing. On envisage... Il n'y a pas que Céline Dion. Il n'y a pas Céline Dion, mais nous, on aurait eu Tatiana Dronet. Bon. Oui. J'espère qu'on aura Irène Frein l'année prochaine, qui, vous le savez, est actuellement en lice pour 4 grands prix littéraires. Le Goncourt, le Renaudot, l'Interallié et depuis hier l'Académie française. Pour un livre, enquête extraordinaire. J'en connais les prémices, je ne vais pas vous les raconter maintenant. J'en connais l'histoire, puis on est pressé. Ce que je voulais vous dire sur Vannes, simplement, c'est que le concept de la culture à Vannes et des événements culturels à Vannes repose sur la volonté du maire, David Robaut, la volonté de la gratuité. Alors évidemment, la gratuité, ça a des vertus extraordinaires. Et puis ça a forcément des défauts. Parce que si c'est gratuit, évidemment, il faut trouver des moyens. Donc je vous ai apporté 2 ou 3 petits exemples pour vous donner juste une photographie des investissements et de la participation des gens qui nous accompagnent, des autorités qui nous accompagnent. Et enfin, je terminerai juste en vous disant que naturellement, il faut frapper à des portes d'investisseurs privés. Mais bon, ça sera pour tout à l'heure, pour terminer. Bon, Vannes, par exemple, sur 4 exemples que je vais vous donner, que ce soit la Fête de la Bretagne, Vannes Photo Festival, qui démarre vendredi prochain, c'est un budget d'environ 180 000 euros. Livre à Vannes, dont nous parlions, c'est un budget de 250 000 euros qui n'a pratiquement pas bougé depuis 10 ans. Nous maintenons à flot ce budget avec plus de entre 200 et 240 auteurs invités. Et invités, c'est invités, évidemment. Des grands noms, des gens inconnus, des méconnus, des gens qu'il faut connaître. C'est notre ligne. Les fêtes historiques et la fête de la musique et les fêtes de Noël représentent aussi un investissement de 266 000 euros. Jazz en ville, à peu près la même somme. On est toujours dans ces mêmes fourchettes. Environ 250 000 euros par grand événement. Et alors, parallèlement à cela, Jazz en ville, une petite parenthèse, auparavant c'était un festival payant qui était dans les jardins de Limur, mais qui avait un caractère un peu élitiste. Nous avons décidé de l'ouvrir et de faire de ce festival de jazz une dizaine de jours sous les remparts de la ville, sous les remparts édifiés par le duc Jean IV et Jean V, bien sûr, je dis ça pour vous tous, naturellement, c'est notre clin d'œil bretonnant. La foule est au rendez-vous et c'est extrêmement festif et chaleureux. Alors, parallèlement à ça, quand on regarde les colonnes des soutiens et des aides, c'est très faible, c'est assez faible. Mais il y a une raison à cela. Sur un budget d'1 million d'euros environ pour 3 à 4 événements, disons de 250 000 euros, eh bien, nos soutiens des institutions ne sont que de 125 000 euros. C'est tout. Donc c'est une proportion quand même relativement faible. Et je pense qu'il y a une raison aussi à cela, c'est que longtemps, à Vannes, les autorités vannaises répugnaient à demander, à frapper à des portes. C'était encore un édifice de vertu, si j'ose dire, mais en même temps, ça se retournait contre l'objet et le but des démarches initiales. Donc aujourd'hui, dans ma fonction actuelle à la mairie, nous avons doublé notre effectif à la culture bretonne avec Jean-Jacques Page qui nous a rejoint et qui a été élu. Et moi, je suis chargé désormais, après lui avoir transmis le témoin, du rayonnement de la ville, ce qui est une très belle appellation, le rayonnement, mais il faut aussi s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut aussi frapper à des portes de sponsors, de mécènes, de managers, sans pour autant sombrer dans une appellation. On ne va pas demain faire des fêtes d'Arvor. Le pays d'Arvor va de Guidel jusqu'à Pénétin. On ne va pas faire des fêtes d'Arvor, les fêtes du guide Michelin. Non, certainement pas. Donc il faut faire attention quand on frappe aux portes. Alors les institutions, oui. La région, bien sûr, qui a été assez peu sollicitée, je pense. Je parle sous contrôle de Jean-Michel. Le département, qui nous suit, mais qui est très sollicité. Ensuite, la mairie fait son effort que vous connaissez. Et puis, je remarque une chose, je m'occupe également du Bagad de Vannes au titre du partenariat, des partenariats du Bagad de Vannes. Le problème, il est simple. Quand vous avez frappé une fois à la porte du CMB ou du Crédit Agricole pour le Bagad ou pour les fêtes d'Arvor ou pour le comité des fêtes, une fois à la porte d'Armand Luxe, si vous allez voir Jacques Rocher, qui est toujours présent, qui répond présent, qui nous aide systématiquement.
on ne peut pas lui demander 4 fois la même chose. Donc on ne tourne pas en rond, ce serait un cercle celtique, mais on tourne quand même autour du problème. Donc il faut maintenant, de notre point de vue, épauler nos efforts, frapper aux bonnes portes, y compris des institutions. Dans le pays vantais et dans le Morbihan, on ne le faisait pas suffisamment. Réfléchir à des économies d'échelle, et je prends un exemple parce que je parle sous le contrôle des amis de l'Interceltique qui sont ici présents. Souvent, les fêtes d'Arvor à Vannes et l'Interceltique sont à peu près sur le même calendrier, à 2 ou 3 jours près. Ben, il est évident qu'un groupe irlandais, un groupe écossais, un groupe galicien et même un ensemble breton intéressant de fest-noz, par exemple, ou de galas, de concerts, qui se produit à Lorient le vendredi, peut très bien être à Vannes le samedi, il n'y a quand même que 50 km. Et là, du coup, on pourrait faire une belle petite économie d'échelle. Et c'est ce qui se passe actuellement, à l'exemple de la fusion de Warler qui a créé Kendler. La fusion qui vient de se faire, c'est 22 000 danseurs. On sait qu'aujourd'hui, c'est un exemple à suivre. Dès qu'on peut faire de ce genre de rapprochement ou d'économie d'échelle, tout le monde est gagnant. Voilà un peu comment je vois les choses. C'est très bien, vous me faites un mot de la fin parfait, parce que on va arriver à l'heure où on va pouvoir être en connexion avec le festival les États généraux des festivals. Alors j'espère simplement un dernier mot, ce sera le mot de la fin, que l'année prochaine, aux prochaines rencontres culture et économie, sur la carte de Bretagne, il y aura la ville de Vannes. Oui, elles n'ont pas toutes été mises. Hein. Mettez Goannette, ça nous va très bien. Bon, en tout cas, le mot de la fin est très bien, puisqu'il nous explique qu'il faut faire ensemble, réfléchir collectivement à des solutions, ce que vous faites déjà tous plus ou moins, mais effectivement, il y a encore des rapprochements de territoires et pas des rapprochements administratifs de territoires. Et c'est sans doute cette logique-là qu'il va falloir privilégier en ne mettant plus systématiquement dos à dos privé et public, mais composer ensemble. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour la connexion. Je vous remercie, messieurs. Merci à vous. Patrick Maël, Jean-Luc Martin. Si, peut-être un mot quand même, parce que 2021... c'est bientôt. Si tout le monde en a sérieusement conscience, mais c'est pas gagné du tout. Hein. Non. C'est pas gagné du tout. Chez nous, on est super inquiets. Si ça se joue pas 2 fois, tout l'argent qui aura été perdu. Et si on veut sauver nos territoires, il faudra qu'on travaille tous ensemble. Hein. Oui. Mais très sérieusement. Oui. Nous, l'équipe, on dit chez nous, ça sent le sapin, mais c'est pas gagné, parce que c'est pas gagné de le rejouer, c'est pas gagné de faire venir les artistes, c'est pas gagné c'est pas gagné du tout. Donc on aura besoin de vous. Mais c'est ça dont on va parler tout de suite. Ouais.